Comment garder son calme en toutes circonstances? On a tous vécu au moins une fois dans notre vie une dispute, une séparation, un deuil, un événement déstabilisant. Je parle de ces moments où on perd notre sang-froid, où le calme laisse place à la colère, la tristesse, l'angoisse, la déception. Alors comment ne pas souffrir face à de telles situations? Je suis Vincent Clément de Gaïa Méditation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs notions qui selon moi sont les piliers fondamentaux pour être plus calme au quotidien. Si vous êtes intéressé par le développement personnel et spirituel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont notre canal Telegram. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Commençons maintenant par le premier point important pour installer le calme en soi. Vivre le moment présent. Dans la société moderne d'aujourd'hui, on est constamment exposé au stress. On est trop souvent pris par des impératifs, le travail, les études, les tâches ménagères. Et quand on a du temps pour soi, on ne fait pas toujours les choix qui vont contribuer à notre épanouissement personnel. On va chercher le divertissement à tout prix, en regardant la télé par exemple. Il n'y a rien de mal à se distraire, mais là où je veux en venir, c'est que c'est aussi important de prendre du temps pour les choses qui contribuent à notre bien-être. On est trop souvent distrait. Ce qu'on va faire de notre temps libre est la clé du mieux-être. En prenant du temps pour l'introspection, on peut tout changer. Alors qu'est-ce que signifie vivre dans le moment présent? En gros, c'est vivre en pleine conscience au quotidien. C'est être dans l'état de présence, prendre conscience de sa respiration, être conscient des sensations. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de mon frère Romain dans laquelle il évoque la pleine conscience plus en détail. Cultiver la pleine conscience dans sa vie permet de développer la compassion, l'altruisme, l'amour sous toutes ses formes, la gratitude et le simple bonheur d'exister. L'état de pleine conscience, c'est être conscient de la température de l'eau qui coule sur sa peau quand on se douche par exemple, ou quand on fait la vaisselle. Si on la fait en pleine conscience, au lieu de rêvasser, on va nettoyer la vaisselle avec soin ou en faisant les choses dans le bon ordre, avec la satisfaction d'un travail bien fait. Alors pourquoi je vous parle de la pleine conscience? C'est parce que de manière générale, dans cet état, on est tout simplement conscient et même reconnaissant d'être en vie. On est là sans ruminer le passé, sans se soucier du futur. Dans une situation dans laquelle on se sent anxieux par exemple, l'anxiété vient du fait que nos pensées ne sont pas dans le présent. Quand on se plaint du passé, on ramène un bagage lourd de problèmes dans notre présent, le passé se perpétue, on ne vit pas pleinement le présent, et de manière logique, ce bagage de problèmes continue de grandir et de façonner notre avenir. En vérité, il ne faut rien attendre, quand on est présent, on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Alors comment être plus calme dans le moment présent? On peut par exemple effectuer des exercices de respiration pour prendre conscience de l'air qui pénètre en nous en pleine conscience. Vous avez sûrement remarqué que juste avant d'être en colère et de perdre votre sang-froid, ou avant une crise d'angoisse, votre respiration change et s'accélère. Vous pouvez commencer à sentir des palpitations ou sentir votre gorge se serrer, vous parlez plus fort que d'habitude, votre champ de vision se rétrécit. Tout se joue en quelques secondes, voire une fraction de seconde pour remarquer les signes. Et en ce sens, l'exercice de la pleine conscience vous permettra d'avoir de bons réflexes en étant plus présent. Vous pouvez aussi vous entraîner à rester calme avec un exercice de respiration très simple et efficace, la cohérence cardiaque. Cette technique vous permet d'apprendre à réguler votre niveau de stress et d'anxiété. Elle aide aussi à réduire la dépression et la pression artérielle. En seulement 5 minutes de respiration, vous pourrez en ressentir le bienfait pendant 4 à 5 heures en moyenne. N'hésitez pas à essayer les guides pratiques de respiration de 5 minutes qu'on propose sur notre chaîne. J'ai mis les liens dans la description ainsi qu'un lien vers un article détaillé sur tous les bienfaits de cette pratique. Je vous conseille aussi la méditation au quotidien pour atteindre cet état de pleine conscience. Beaucoup d'études parlent des bienfaits de la méditation. Sans rentrer dans les détails, c'est bien connu, la méditation aide à se détendre, à être apaisé, équilibré, positif, dans la gratitude. Dans les moments difficiles, on est moins susceptible. On va être plus ancré dans le moment présent. En parlant d'ancrage, entraînez-vous à mettre votre main sur votre cœur en respirant calmement comme ceci et connectez-vous à votre ressenti. Vous verrez, essayez ça la prochaine fois que vous perdez le contrôle, c'est une bonne technique d'ancrage pour ramener la conscience au cœur, pour se connecter à son essence. De manière générale, la méditation va vous aider à être capable de résoudre les problèmes complexes, à gérer les défis et les obstacles de la vie quotidienne. Les études scientifiques le prouvent. Alors pour ceux qui ont du mal à méditer, il existe une technique puissante, sans effort, pour accéder à un état de conscience modifié ou un état méditatif profond. La synchronisation des ondes cérébrales avec les battements binauraux et son isochrone. Nous utilisons d'ailleurs cette technologie dans les musiques de méditation et de relaxation de notre chaîne. Il faut comprendre que votre cerveau fonctionne comme un muscle.
En gros, entraînez-vous régulièrement à écouter des audios avec des ondes θ ou alpha propices à la relaxation par exemple. Votre cerveau s'habituera à se synchroniser naturellement à ces états de conscience modifiés. Ainsi, à tout moment de la journée, vous serez plus à même de vous détendre sans effort. Vous pouvez aussi essayer une autre pratique, la marche contemplative ou marche en pleine conscience. Cette pratique est une forme de méditation active. Allez vous balader dans un endroit qui vous plaît, en forêt, dans un parc ou même à la plage. Le but est de se reconnecter à la nature et être pleinement conscient en marchant tout simplement un pas après l'autre sans se fixer d'objectif. Quand on marche lentement, on est à l'écoute de ce qui nous entoure, mais aussi à l'écoute de soi. La nature est essentielle. Dans un hôpital par exemple, elle peut jouer un rôle important dans la guérison. Des études montrent que les patients ayant une chambre avec vue sur la nature guérissent plus vite en moyenne que ceux qui ont une vue sur un parking par exemple. La reconnexion à la nature nous permet de conserver une certaine paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. La notion d'observation en conscience est essentielle. Tout ça m'amène à une notion importante pour rester calme en toutes circonstances, changer de perspective pour changer sa perception. À tout moment, on peut changer de perspective face à une situation et par exemple devenir l'observateur en conscience et non l'acteur. Prenons la métaphore de l'océan par exemple. Être l'acteur, c'est être à la surface de l'eau et quand la vague arrive, elle nous emporte, on est soumis au tumulte de la vague, alors qu'en étant l'observateur, on se place au fond de l'océan. La vague arrive, on la voit arriver, on reste calme et on peut l'observer de loin. Quand une pensée ou une émotion vous traverse, prenez du recul, observez-la et laissez-la passer tout simplement. Dans la vie, tout peut se jouer en quelques secondes. Quand on commence à ressentir de la colère par exemple, au lieu de laisser cette émotion négative nous contrôler, on va se placer en observateur et non en acteur. Encore une fois, la méditation est un bon moyen pour apprendre à observer ses émotions car le silence est propice à l'observation des pensées et à la connexion au soi intérieur. Les pensées ne sont en fait que de l'activité mentale, mais elles ne sont en aucun cas la réalité. La pratique de l'observation permet d'être objectif envers nous-mêmes et les autres sans jugement. Elle permet de repérer quand l'ego fait surface, quand on bascule dans nos mauvais réflexes comportementaux, quand on s'énerve par exemple. On peut changer sa perception dans n'importe quelle situation en l'observant sous un autre angle. Regardez ma main. Vous la voyez d'un angle et je la vois de l'autre. Et pourtant c'est bien la même main. Maintenant, imaginez deux personnes dans un train. Elles peuvent être dans le même wagon, faire le même trajet, mais elles ne vont pas forcément vivre la même expérience si l'une choisit de regarder du côté où il y a un beau paysage et si l'autre choisit de regarder du côté des bâtiments gris. Regardez le verre à l'écran. Vous le voyez comment? À moitié vide ou à moitié plein? Vous voyez, la perception de chacun est différente en fonction de son état d'esprit. Si on a un état d'esprit négatif, on le verra à moitié vide. Avec un état d'esprit positif, on le verra à moitié plein. Et dans la vie, c'est la même chose. Certains verront des obstacles et des échecs, là où d'autres verront des opportunités pour grandir. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les arts martiaux, on est souvent amené à donner des coups, mais aussi à en recevoir. J'ai moi-même pratiqué un art martial et je peux vous dire que quand à l'entraînement, un partenaire vous donne un coup avec une certaine intensité, en général, tout va bien car vous êtes préparé mentalement à accepter le coup. Vous le percevez comme acceptable. Par contre, si vous êtes pris par surprise par quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue ou par quelqu'un que vous détestez, le coup donné avec la même intensité fera mal, parce que la perception du coup sera différente. Faut d'ailleurs bien faire la distinction entre douleur et souffrance. La souffrance, c'est quand on n'accepte pas ce qui nous arrive. Si maintenant on accepte de notre plein gré ou qu'on a choisi consciemment de faire quelque chose qui pourrait potentiellement entraîner des risques de douleur, ça change tout. Comment se sentir en paix lors d'une rupture amoureuse? On a le choix de souffrir ou d'accepter. Soit on va pointer l'autre du doigt et se dire que tout est injuste, que l'autre est le méchant, qu'on est le gentil, et là c'est l'ego qui parle. On va ressentir de la colère, de la haine ou des regrets et on va souffrir. Ou soit, on décide de prendre du recul et on s'aperçoit que la vie est bien faite. Les personnes qu'on rencontre dans notre chemin de vie ne sont pas là par hasard, surtout en amour. On peut en fait être reconnaissant envers ces personnes pour tout ce qu'on aura partagé avec elles et on pourra continuer d'avancer. Si on s'aime soi-même et qu'on sait être heureux seul avant d'être heureux avec quelqu'un, alors on peut être prêt à accepter l'idée d'être séparé de l'autre jusqu'à souhaiter le meilleur à l'autre. C'est l'amour inconditionnel. J'aimerais aussi ajouter qu'accepter le départ de l'autre, c'est laisser de la place pour autre chose dans sa vie. Il en va de même à la perte d'un être cher. On ne vivra pas le deuil de la même manière selon notre perception et notre compréhension de la mort. Et comme le dit si bien l'auteur Eckhart Tolle, la cause première du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet.
Je vous conseille d'ailleurs vivement un de ces livres incontournables de développement personnel, Le pouvoir du moment présent. Je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant, comment garder son calme lors d'une dispute? Première chose, soyez présent et respirez. Prenez une bonne respiration. Comme je vous l'ai dit en première partie, ça permet de se calmer instantanément. Dans l'état de présence, vous serez plus lucide pour remarquer le début de la dispute, pour prendre du recul et observer la situation en conscience. En restant calme, quand l'autre en face de nous est énervé, on peut faire preuve d'empathie et de compassion. Chacun a ses problèmes, peut-être que l'autre traverse un moment difficile, peut-être que l'autre a mal dormi tout simplement. Alors, relativisons. Et puis ces personnes qui te challengent sont souvent celles qui t'enseignent les plus grandes leçons de vie, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, tes amis et même les personnes que tu ne portes pas dans ton cœur. Alors soyons bienveillants, soyons prêts à demander pardon et même à pardonner. C'est en aucun cas une preuve de faiblesse. Je sais plus qui a dit « pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix ». C'est tout l'apprentissage de la vie de se défaire de notre ego, de nos voiles. On a tendance à se placer en mode victime, à vouloir se justifier, mais il faut comprendre que les conflits extérieurs sont simplement la manifestation et le reflet de nos propres vibrations. Changeons nos vibrations pour changer nos perceptions. C'est un travail au quotidien, alors quand vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages et que certains autour de vous commencent à râler, à s'énerver et à klaxonner, vous avez le choix de faire comme eux et plomber votre humeur de la journée, ou au contraire, d'accepter la journée comme elle vient. Je vais maintenant vous parler de l'importance du sommeil et de l'alimentation. C'est évident qu'une bonne hygiène de vie nous permet d'avoir un esprit plus apaisé. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. On a pu le voir précédemment avec la méditation, la pleine conscience et la respiration qui ont un impact positif sur notre humeur, mais il ne faut pas oublier l'activité sportive, le sommeil et l'alimentation saine et équilibrée. Concernant le sommeil, quand on dort mal la nuit ou qu'on ne dort pas suffisamment, on est plus sensible, on est de mauvaise humeur et on s'emporte plus facilement. Les études récentes sur le sommeil ont d'ailleurs montré qu'une mauvaise nuit provoque une immunodépression dès le lendemain, soit une baisse de l'immunité. On est donc affaibli à tous les niveaux. On sait que l'activité sportive facilite un meilleur sommeil de manière générale, mais on peut également favoriser un meilleur sommeil avec une meilleure digestion. Pour ça, on va éviter de manger juste avant de dormir. Si on peut, on fait en sorte de laisser au moins 2 heures avant de se coucher pour bien entamer la digestion. On va manger léger et éviter le gras et le sucre. Pendant la nuit, on n'a normalement pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie, c'est logique, on dort. Mais en mangeant trop ou mal, on enclenche une digestion plus active, on dépense plus d'énergie et on perturbe le sommeil. Ça peut se manifester par des remontées acides, des spasmes au niveau du ventre, des ballonnements, et on aura tendance à se réveiller plus souvent la nuit. Mieux vaut donc éviter de surmener notre système digestif pendant la nuit. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse concernant la viande. Sa surconsommation nous rendrait-elle nerveux? Chacun se fera son avis, je laisse la question ouverte. Mais c'est un secret pour personne, ces dernières années, elle est pointée du doigt pour plein de raisons. Sans rentrer dans les détails, certains spécialistes soutiennent à thèse que la surconsommation de viande alourdit le processus de digestion, elle nous rendrait donc plus fatigués. Et de manière générale, elle aurait un impact dans le système nerveux car elle contiendrait des substances inflammatoires et des hormones provoquant des gonflements et des inflammations, impactant ainsi la qualité de notre sommeil et notre humeur au quotidien. Pour mieux dormir, évitez aussi la lumière bleue des écrans de télé et smartphones, elle bloque la fabrication de mélatonine, l'hormone indispensable à l'endormissement. Dans la journée, n'hésitez pas à faire une petite sieste si vous le pouvez pour calmer votre esprit, diminuer le stress et la pression accumulée. J'espère que toutes ces notions vous aideront à garder votre calme le plus souvent possible. Encore une fois, ce que les gens sont et ce qu'ils font leur appartient. C'est leur choix et ce qui importe, c'est le travail qu'on fera sur nous-mêmes au quotidien pour changer d'état d'esprit, pour être ancré dans le moment présent, être dans le détachement et prendre de la distance en toutes circonstances. Tout est une question de point de vue, de perspective. Le monde n'est pas forcément justice, mais en vérité, tout se passe comme il se doit. À un autre niveau, tout est juste. Si vous avez d'autres conseils pour rester calme en toutes circonstances, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Votre expérience servira peut-être à d'autres et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce d'encouragement et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite maintenant à cliquer sur la vidéo de mon frère Sylvain qui s'affiche à l'écran si elle est déjà sortie. Vous verrez que toutes les notions que je viens d'évoquer pourront aussi vous être utiles pour vous protéger des personnes toxiques dans votre entourage. Portez-vous bien et à bientôt.